Bonjour et bienvenue dans la première chronique littéraire surnommée Ababook de Agora Mag Expérience Client. Je suis très heureux de recevoir pour la première fois donc Vincent Caltabellota. Bonjour Vincent. Bonjour Alph. Pour nous parler de ce livre Inventons l'entreprise du 21e siècle. Alors peut-être pour commencer, j'ai envie de vous demander pourquoi inventons ? Vous aurez pu dire comment inventer, ou faut-il inventer? Est-ce que vous voulez faire quelque chose de communautaire, nous impliquer là-dedans? Alors tout à fait, c'est une bonne question. Inventons, c'est une invitation auprès des dirigeants pour les aider à inventer leur propre entreprise du 21e siècle. Parce qu'en fait, on se retrouve dans une époque où finalement, il n'a jamais été aussi, j'allais dire presque facile et créatif d'inventer de nouvelles formes d'organisation. Et en plus, on doit les inventer, ces formes d'organisation, de par tout un tas de changements du monde. Et ça aurait été peut-être présomptueux de ma part, voire peut-être inutile de proposer un seul schéma. Et donc j'ai plutôt pris l'angle de proposer différents angles d'attaque, différents types de réflexion auprès des dirigeants pour pouvoir leur permettre d'inventer eux-mêmes leur propre entreprise du 21e siècle. Alors, est-ce que ça concerne que les startups ou toutes les entreprises, même celles de l'ancien monde, comme on dit Non, toute forme d'entreprise, parce qu'aujourd'hui, toute forme d'entreprise a besoin de se renouveler, a besoin de s'aligner sur le 21e siècle. La question, c'est vraiment question d'alignement. On a un siècle, ou en tout cas des changements du monde qui vont à une vitesse faramineuse, et puis finalement, l'entreprise, elle n'avance pas à la même vitesse. Donc, quelle que soit l'entreprise, qu'on soit une entreprise industrielle, de grande distribution, une PME, une start-up ou un grand compte, on doit, quoi qu'il arrive, s'aligner sur ces nouveaux modes, sur ce siècle. Bien, alors je profite pour vous présenter, effectivement, Vincent Caltabellota, vous êtes fondateur de Syneos Consulting, vous êtes expert de la transformation managériale et digitale des entreprises, et en 2014, vous avez pris la direction de l'Observatoire national des dirigeants commerciaux de France, donc vous êtes intéressé à la fonction commerciale, vous avez également des fonctions de prof à l'Université d'Angers et à l'IDRAC Business School à Nantes. Exactement. Et vous venez de créer une entreprise, juste un mot sur la formation digitale. Alors je travaille sur l'innovation dans la formation digitale. Donc on a lancé notre premier produit là en juin dernier. Et puis on va innover sur tout un tas de choses. Voilà. Alors qu'est-ce qui pousse quelqu'un comme vous, je dirais, à écrire un livre et écrire ce livre-là? Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Alors ce qui m'a poussé, c'est, je pense déjà une certaine maturité dans mon métier. En fait, j'ai toujours pensé, c'est ce que je dis d'ailleurs dans la préface de ce livre, c'est que j'ai toujours pensé qu'il y avait d'autres manières de faire, d'autres manières d'organiser l'entreprise, de travailler ensemble. Et peut-être qu'à une certaine époque, peut-être une certaine jeunesse, peut-être une évolution du monde qui n'était pas encore complètement là, j'avais peut-être un genre de frustration, de blocage peut-être à le faire. Et puis la maturité arrivant, un certain nombre de missions, de réussites, de conseils, d'accompagnement, où on a testé des choses nouvelles avec des directions qui ont osé. Vos missions étaient des laboratoires un peu de recherche en quelque sorte? Exactement. Tout doucement, je pense que j'ai pris conscience que c'était le moment peut-être pour moi de peut-être moi-même me libérer. On parle d'entreprise libérée, mais une entreprise libérée, c'est peut-être d'abord se libérer soi-même. Et peut-être j'ai libéré ma pensée, et à partir du moment où j'ai osé faire les choses, en discutant avec un certain nombre de confrères, certains m'ont dit « mais dis donc, c'est vachement intéressant, peut-être que ça vaudrait le coup d'écrire un livre ». Et voilà, ce livre est né comme ça. C'est pas moi qui vais vous critiquer d'écrire des livres. Hein. Non. Bien entendu. J'ai une autre question. Dans la première partie, ça s'appelle L'entreprise change. Alors, c'est vrai que c'est des banalités, mais vous parlez des 6 mutations majeures. Pouvez-vous nous les résumer en quelque sorte pour ceux qui ont envie de lire votre livre? Oui, alors en fait, il y a beaucoup de grandes mutations, beaucoup de grands changements qui impactent l'entreprise. Moi, j'en ai sélectionné 6 parce qu'ils me paraissaient intéressants, qui sont regroupés en 3 grands domaines. Il y a les changements de moyens, les changements de l'environnement ou de l'univers de façon plus globale, et puis des changements liés à l'humain. Donc les changements liés aux moyens, c'est la notion de propriété, par exemple. Aujourd'hui, on est dans une société d'usage, beaucoup plus que de propriété. Donc c'est intéressant dans les business models d'en parler. Il y a bien sûr le digital qui fait changer tous nos modes de fonctionnement, tous nos comportements. Donc ça, c'est la partie moyen. La partie univers, on a une notion aujourd'hui du temps et de l'espace qui est complètement éclatée. Qu'est-ce que le temps aujourd'hui dans une entreprise? Qu'est-ce que l'espace? Alors ça fait appel à plein de choses, hein. La manière de travailler, la mobilité, mais aussi est-ce que je manage toujours à l'heure mes collaborateurs ou à la journée? Moi, je suis une société de conseil, est-ce que je vends toujours mes prestations à l'heure ou à la journée? C'est une question. Et puis, un certain rapport à l'environnement, à la planète, à des certaines valeurs éthiques aussi que l'on peut avoir qui impactent énormément l'entreprise. Et puis, derrière, il y a une question d'humain qui change. Et moi, ce qui m'a intéressé dans cette notion d'humain, c'est de focaliser sur 2 aspects principaux. Les attentes de nos concitoyens, les attentes du monde, les attentes en termes d'épanouissement, de développement, d'émotion, etc., que l'on a envie aujourd'hui, qui nous guident dans nos vies. Et puis une forme d'autorité qui change.
particulièrement depuis 30 ou 40 ans. L'autorité a changé, la relation à la connaissance a changé, ce qui nous amène à changer la relation de pouvoir aussi entre les uns et les autres. Donc voilà, ces 6 changements majeurs. D'accord, donc tout ça, d'après vous, contrecarre un peu, complique la vie du chef d'entreprise en quelque sorte. Alors c'est marrant de l'avoir sous l'angle de la complication. Moi je le vois sous une forme de complexification, Oui. mais finalement on est dans un monde où il est simple de faire beaucoup de choses. Également, il est simple d'innover, enfin il est simple, je me comprends, non pas que c'est rapide à faire, mais il y a tellement d'options, il y a tellement de... On a un océan bleu devant nous, qu'on a la possibilité aujourd'hui, qu'un dirigeant a la possibilité, non pas de faire ce qu'il veut, mais d'orienter peut-être son entreprise, son ambition, peut-être à son image. Là, ça devient simple, mais ce n'est pas pour ça que c'est pas complexe. Très bien. Alors, vous savez que nos spectateurs sont beaucoup dans la relation client, l'expérience client. Et alors, vous dites une nouvelle relation client. Je suis allé voir page 64, mais il y a une demi-page. Alors, moi, j'ai envie de vous demander en quoi la relation client va-t-elle être impactée par tous ces changements ? Oui, alors la relation client et l'expérience client, etc., ça, on en parle depuis des années. C'est pour ça que je n'ai pas voulu en faire des pages entières. En revanche, ce qui est intéressant, c'est d'analyser comment l'entreprise, elle, s'adapte et comment son organisation commerciale, de façon générale, peut s'adapter. En fait, quand on analyse une organisation commerciale de façon générale, historiquement, je reprends il y a 20, 30, 40 ans, on avait un commercial qui gérait un cycle de vente. Et puis on se rend compte que derrière ce cycle de vente, il y a un parcours d'achat qui est beaucoup plus long, vision de l'acheteur. Et puis derrière ce parcours d'achat, il y a une forme d'expérience client qui est encore beaucoup plus large, puisque ça commence peut-être à des notions de notoriété de l'entreprise, peut-être de position de l'entreprise sur un marché ou de relation, même avant que moi-même, j'ai en tant que consommateur eu besoin de cette entreprise. Et puis ça va bien en aval derrière avec une notion de satisfaction, d'affect et de rebond vers autre chose. Donc on se rend compte que cette organisation commerciale qui était ciblée sur un service commercial à l'origine, aujourd'hui s'est étendue avec des rôles beaucoup plus larges. Et la question, c'est de savoir comment s'adapte l'entreprise face à ça. On se rend compte aujourd'hui que dans la manière d'organiser son entreprise et dans la manière dont le client ou le consommateur vit la relation d'entreprise, le contact humain arrive bien plus tard. En gros, le contact humain arrive au moment où on a besoin de se réassurer. Ce qui fait que le commercial, de façon générale, ce que j'appelle l'homo commercialus du XXIe siècle, change dans son rôle de « j'ai toutes les fonctions du commerce, de le client ne me connaît pas jusqu'à il est fidèle » à « je deviens le réassureur pour te prouver, toi client ou consommateur, que tout ce que tu as vu avant en ligne, ça existe vraiment, que ces valeurs elles sont là, que ces produits sont bons et que c'est bien celui qui te correspond ». Et après, oui. et après, il y a, pendant toute la phase d'utilisation du produit et de l'affect avec le produit, en fait, le commercial n'est plus là non plus. C'est là aussi une notion de réseau social et de communauté qui intervient. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce rôle de commercial change. Et du coup, l'organisation change énormément. Par exemple, alors je vais peut-être en surprendre certains, mais je me dis si le rôle de l'humain arrive au moment où il faut juste formaliser ou transformer une volonté d'achat en acte d'achat, pourquoi commissionner encore un commercial qui ne fait finalement qu'une petite partie du rôle de la vente? Pourquoi pas commissionner toute la chaîne d'avant? Et donc ça change tout un mode d'organisation, de fonctionnement et de rémunération, de management, la direction etc. commerciale qu'on connaît, c'est peut-être un épiphénomène dans l'histoire économique. C'est ce que je dis effectivement dans mes conférences, que le commercial tel qu'on le connaît aujourd'hui est un épiphénomène dans l'histoire de l'humanité, qui a commencé en gros tel qu'on le connaît dans les années 60-70 et qui va s'arrêter quelque part en 2020 quelque chose. À un moment ou à un autre. Voilà. On arrive presque à la fin de l'interview. Je voulais vous attirer votre attention. Vous avez un sous-titre qui est « Organique, émotionnel, numérique ». Oui. Et moi, je voudrais juste qu'on parle de émotionnel. Alors, on parle beaucoup de digital, l'entreprise se digitalise, il y a des technologies, et pourtant l'émotion, on en a encore besoin. Et je me dis, l'émotion, c'est encore quelque chose qu'un robot n'arrive pas bien à gérer. Quel est votre sentiment là-dessus ? Alors, pour faire très très court, plus le monde est en train d'aller dans une hyper-digitalisation, et bizarrement, plus on va vers une forme d'hyperconscience. Cette hyperconscience au niveau planétaire, mais aussi cette hyperconscience de nous-mêmes. Et une entreprise qui est alignée sur le XXIe siècle, c'est une entreprise qui comprend cette notion d'hyperconscience. Alors quand je parle d'émotion, ce n'est pas faire rire ou embaucher un Chief Happiness Officer et mettre des baby-foot dans l'entreprise. Ce n'est pas du tout ça. C'est prendre conscience qu'un être humain a des besoins fondamentaux, qu'il fonctionne avec ses propres besoins fondamentaux. Et moi, mon objectif en tant que dirigeant, c'est d'aller chercher les ressources humaines, si on peut encore les appeler comme ça, qui répondent
à moi-même mes besoins fondamentaux et mes besoins de mon entreprise, mes besoins fondamentaux de mon entreprise. C'est ça la vraie intelligence émotionnelle d'un dirigeant. Très bien. Dernière question. Vous avez eu quelques déboires ce matin avec la SNCF. Alors, est-ce que pour vous, la SNCF est une entreprise du 21e siècle, en un mot? Alors, c'était une très bonne entreprise du XXe siècle. Elle est sur les rails du XXIe siècle, sans jeu de mots. Après, moi, quand on me parle du train de façon générale, je pense déjà à l'avenir du train, avec l'Hyperloop en l'occurrence. Mais cela dit, ça ne change pas le statut de la SNCF aujourd'hui. Alors, je ne vais pas faire de débat ici. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est une entreprise qui est en plein changement, qui a initié son changement déjà il y a quelques années, et en termes de business model, un peu en termes de ressources humaines, en termes de... Et de service client, d'expérience client. D'expérience client, et en termes d'organisation. Elle est grosse, elle est vieille, elle est importante, mais c'est une entreprise qui a beaucoup d'envie et beaucoup d'ambition, et je soutiens moi ce type d'organisation française. Merci beaucoup Vincent. Donc en résumé, vous dites l'entreprise d'aujourd'hui, pour faire partie du 21e siècle, elle va être confrontée à d'énormes défis. Elle est dans un nombre de changements considérables qui pratiquement pas d'équivalent dans l'histoire économique. On a aujourd'hui la capacité de l'accompagner, encore faut-il se remettre en cause et bien voir comment tous ces changements vont changer nos organisations. Je rappelle le titre de votre livre, Inventons l'entreprise du 21e siècle, organique, émotionnel, numérique. Vincent Caltabellota, c'est édité chez Kawa Édition. Merci beaucoup Vincent. Merci Ralph.